À l'aube de l'ère tertiaire, les dinosaures avaient disparu de la surface de la Terre. Pendant ce temps, des créatures minuscules continuaient de s'y multiplier. Certaines détenaient l'arme secrète grâce à laquelle des centaines d'espèces survivent depuis 400 millions d'années. Cette arme, c'est la soie. Dans cet abdomen, un atelier de fabrication. Des glandes qui sécrètent la soie. Au départ, la soie est liquide. Ses protéines s'assemblent puis se solidifient à la sortie des cônes tisseurs sous la forme d'un fil. Plus fin qu'un cheveu, mais à diamètre égal, 10 fois plus résistant que l'acier. Certaines glandes produisent un fil crépu, idéal pour l'isolation thermique. D'autres, une fibre élastique qui résiste au choc. Il y a aussi la soie sèche, qui transmet les vibrations, et la soie garnie de perles de glu, qui sert à capturer des proies. Aucune autre matière ne possède autant de propriétés à la fois. La reine de l'industrie dentelière est l'araignée, évidemment. Sa toile géométrique est un grand classique, avec ses mailles calculées au millimètre près pour composer le filet fatal. Mais il existe quantité d'autres modèles aux formes et aux fonctions diverses, réalisés par des tisseurs moins connus que les araignées. Toutes ces merveilles d'architecture ont un rôle protecteur. C'est la première fonction du fil magique. La version la plus simple étant la corde de rappel pour esquiver une menace. Le danger passé, la chenille arpenteuse retourne aussi discrètement que possible à ses occupations. La soie tressée est assez opaque pour cacher des secrets et protéger des trésors. Sous la lentille du microscope, le cocon de soie dévoile l'incroyable complexité de son réseau. Un véritable sac de nœuds. À l'abri d'un treillis aussi inextricable, on peut vivre tranquillement sa métamorphose. Deuxième emploi de la soie, l'accessoire de chasse. La fibre à tout faire devient piège pour capturer les proies et corde pour les ligoter. Enfin, la soie a une troisième fonction, moins connue et pourtant capitale. C'est un outil de communication, aux deux sens du terme, transport et échange. Un fil tendu au-dessus du vide est toujours un appréciable raccourci. Et en s'y croisant, les usagers se transmettent éventuellement des informations essentielles pour la survie du groupe. L'échange crée des liens. Ainsi, certains auraient évolué vers une vie sociale et commencé à utiliser la soie collectivement. Et c'est là que se produit l'étincelle. Du chacun pour soi, on passe à la soie pour tous qui devient intelligente. On en trouve les variantes les plus ingénieuses. Prenons celle du ver luisant cavernicole, qui survit au fond des grottes obscures de Tasmanie grâce à son piège de cristal.
Ces larves portent au bout de l'abdomen une lanterne bleue. Une lumière est mise dans leur organe respiratoire. Elles vivent en colonie, et sous chacune d'elles pend un précieux rideau de perles. À y regarder de plus près, ces pendeloques n'ont rien de féerique. Ce sont des fils de soie visqueux que le ver sécrète à des fins stratégiques. Les vers luisants cavernicoles ne peuvent vivre que dans ces grottes saturées d'humidité où passent parfois aussi des moucherons. À l'instar de certaines araignées, le ver se fabrique d'abord un hamac, tout en s'enduisant régulièrement de mucus pour ne pas se déshydrater. Bien accroché à son harnais, il peut maintenant confectionner ses fils de pêche gluants. Comme des miroirs, ils réfléchissent la lumière bleue du ver luisant, créant une multitude de leurres qui attirent les moucherons. La lumière se reflète sur les fils de soie comme sur les parois de nos fibres optiques. Soie et lumière associées délivrent un message trompeur. Les insectes se lanceront aveuglément dans cette nuit étoilée. Il y avait des semaines peut-être que ce ver luisant attendait que ça morde. Maintenant, il n'a plus qu'à suivre les vibrations propagées par la toile pour trouver sa prise. Quand elle a accumulé assez de réserves énergétiques, la larve entame sa métamorphose. Résultat, une mouche, qui a pour seule vocation de se reproduire, si toutefois elle parvient à traverser cette forêt poisseuse. Chacun défend avec ardeur son surplomb rocheux. Paradoxalement, ces luttes territoriales engendrent une coopération. En se repoussant, les vers luisants finissent par occuper tout le territoire de chasse.